La Voix des Bulles présente la Splash Page. Masturbation séquentielle de votre aire tegmental ventral. C'est mon truc en intro, tu vois, qui est trop calé sur le One A Club. Ça collait pas. Voilà. Bienvenue dans la Splash Page. Coucou les gens, je suis Pierrick One A Pied. Je suis à côté de moi Thio, qui n'est même pas dans le cadre de la caméra. Tu vois, il se cache. Il n'est même pas cadré en fait. Ouais, c'est ça. On va la refaire. Voilà. Ouais, c'est mieux. Et nous sommes dans cette Splash Page. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Ouais, disons que le Covid nous a tués malheureusement, on ne pouvait pas recevoir des gens, Voilà. la distanciation sociale, tout ça, voilà, c'était un peu compliqué. Donc notre podcast où on reçoit des invités et où on parle de bande dessinée avec eux, de leur travail, mais aussi de sujets un peu plus vastes. Et aujourd'hui, nous recevons avec joie et bonheur Richard Di Martino. Salut Richard. Salut. Pour parler de Moche et Pete, une bande dessinée que tu as commencé sur Instagram il y a maintenant... Tout à fait. En janvier, c'est ça que tu avais démarré de cette année, voilà. Ouais. Et que tu veux faire éditer via un Ulule, le faire imprimer pour qu'on puisse te le dire sur du vrai papier. Que je vais éditer moi-même, donc pour le coup. Tout seul comme un grand. Donc tu vas gérer les financements. Voilà, tu vas gérer les piles de carton chez toi. Ouais. Bon, ça devrait pas être si grosse que ça devrait aller. Méfie-toi, hein, on n'est jamais à l'abri du succès. Richard Di Martino, c'est un auteur dont on a souvent parlé parce qu'il fait partie du Zarmatelier qu'on a eu en interview. C'est même une des premières personnes qu'on a dû interviewer, je crois, dans le One A Club. Je me souviens d'une visite aux Armateliers avec toi et Bruno. Ouais. On a eu ces soirées pizza du coup. Vous étiez venu. C'était il y a combien d'années? Il y a un moment, c'est 6 ans facile au moins. Ou plus. Je vais te dire, je crois que nos enfants n'étaient pas nés. Oui, voilà. Et ils ont 10 ans pour les plus grands. Ouais. Les vôtres, ouais. La mienne était née. Mais ouais, oui. voilà. D'accord. Ouais, il y a quand même tant que ça. Je crois que c'est juste. Je me souviens très bien, voilà. en fait. C'est juste quand tu avais quitté, je crois que tu étais encore président, mais tu passais le flambeau à quand Bruno a pris la présidence, oui, donc c'est ça. il y a 10 ans, puisque j'ai fait président pendant 10 ans, et après, Bruno a pris le relais. Là, ça fait 10 ans aussi qu'il est président. Donc il voudrait me refourguer le bébé, mais moi, je veux pas. Tu as déjà fait le taf, tu sais que c'est bon, pas. Tranquille. Ouais. Donc le Zarmatelier, qui est un atelier de bande dessinée à Marseille, qui a la particularité d'avoir plein d'auteurs vraiment très très variés au niveau des styles, des genres, des approches, et qui nous permet surtout nous d'avoir un vivier d'auteurs à portée de main super intéressant. Et puis on t'a croisé à divers festivals, diverses occasions, parce que le Zarmatelier est présent à peu près tout ce qui se fait dans le coin, je crois. En général. À peu de choses près. On a vécu plein de belles aventures, je pense, à des Calanques et des Bulles, le festival qui doit être mort, je crois, à l'heure actuelle. Oui, ça fait au moins 3-4 ans que c'est fini. Ouais, mais il y a eu le Covid au milieu, donc je sais pas s'ils vont revenir mais un jour. c'était déjà mort avant. Ouais. Ah, d'accord. Ils sont morts avant le Covid, donc d'accord. Le Covid n'y est pour rien. S'il y a bien un truc où le Covid n'y est pour rien, voilà. Mais c'est pas grave, on avait assisté au meilleur des festivals, celui qui a amené leur chute. Je sais pas si tu te souviens, il y a eu une année qui était fantastique, quand ils avaient encore la bière au bar. La dernière année. D'accord. Moi, je devais y être parce que je crois que j'ai fait toutes les éditions depuis 2000. Donc Richard, toi tu as fait de la bande dessinée de plein de genres différents. Tu as travaillé sur Outre-Tombe, qui était une BD d'horreur. Tu as aussi fait une bande dessinée c'était chez Fluide, je crois, plus politique. Une grille de la jungle. Une grille de la jungle, voilà. À côté de ça, tu as co-participé à la création et à la direction de la collection Pouce de bambou. Pour le petit. Voilà, pour lequel tu as fait plusieurs tomes. Tu as eu la chance de reprendre Pif, ce qui est quelque chose d'assez... Mes meilleures années. Voilà. Avec le grand François Cartagiani. On en reparlera, voilà. Ce qui est quelque chose d'assez, je pense, exceptionnel quand on a notre âge, parce qu'on a à peu près le même âge, je pense, de se dire, c'est les personnages de mon enfance, quoi. Tout à fait. Et puis tu as fait dernièrement Les Métalleux, une bande dessinée qui est dans un domaine que tu maîtrises parce que tu es toi-même dans un groupe de métal. Plus vraiment de métal, mais de gros rock. Rock. J'ai joué toute ma vie dans des groupes de métal et puis j'écoute beaucoup de métal. Et puis t'as un t-shirt des Foo Fighters. T'as un t-shirt des Foo Fighters, donc je pense qu'à une certaine époque c'était du métal. C'est la même famille. Ouais. Pense que Kiss c'était considéré comme du métal à une époque. Toujours. Et pourtant, pourtant c'est un peu funky. Disco. Voilà, c'est du disco, du Levi disco. Heavy disco, c'est ça. Quand on dit ça pique quand même. Parce que...
Donc, on a prévu, nous, quelques petites chroniques à moitié improvisées, parce qu'on t'avoue qu'on a été un peu à l'arrache ces derniers temps. L'idée, c'est déjà de parler du fait que tu es aussi un enseignant dans une école de bande dessinée. Ouais. C'est l'école de Condé, c'est son nom officiel, qui fait beaucoup rire à Marseille. Oui, ça a été racheté par le groupe Condé, qui est une école parisienne, qui a racheté des écoles dans toute l'Europe. Et donc, du coup, à Paris, ça ne va rien dire, l'école Condé. Mais à Marseille, c'est un peu mal connoté. Disons que c'était l'école Axe Sud, au départ, quand j'ai commencé, mais qui a été racheté par le groupe Condé. Bon, on fait avec. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. On fait le même boulot, mais c'est juste l'emballage qui a changé de nom. Voilà, donc l'école de Condé. Donc on parlera de ça. Ensuite, on reviendra un peu sur... c'est Thio qui viendra là-dessus, sur ces années PIF, ces souvenirs de ce qu'était PIF. Puis on en parlera tous ensemble. Cette grande jeunesse. Et puis on reviendra pour finir sur François Cortagiani, qui est décédé il y a peu de temps, qui est un scénariste, je pense, que peu de personnes connaissent de nom, mais que beaucoup de personnes ont lu. Alors le grand public ne le connaît pas. Tous les professionnels connaissent François, ont entendu parler de François de près ou de loin. C'était une sommité dans la profession. Oui, c'est ce qui me semble aussi. Hein, mais c'est vrai que niveau grand public, je pense que tout le monde a lu CBD à un moment ou à un autre. Au niveau grand public, ils ont forcément lu CBD, mais ils ne connaissent pas forcément son nom. Mais c'était un personnage, vraiment un personnage avec un grand P, quoi. Et puis bien sûr, on parlera de Moche et Pete, cette série qui va un peu puiser, j'ai l'impression, dans toutes ces influences. Complètement. Avec un petit côté second degré quand même. Complètement aussi. C'est-à-dire que quand tu lis les premiers chapitres, tu te dis « Ah ouais, c'est une bande dessinée un petit peu d'aventure à l'ancienne. » Il y a quelques pics qui arrivent en cours de route et tu te dis « Ouais, ok. » Quelques plans où tu fais « Ouais, ok. » Il s'amuse un peu, un petit côté sexy de temps en temps. Des choses qui sont parfois un peu lourdes, mais tu te dis « Non, mais c'est volontaire. » Voilà. Donc, une BD, moi, qui m'a pas mal fait rire et qui donc sort sur Ulule. Et on en reparlera derrière. Allez. Et ben on va commencer un peu sur le fait que tu es prof de bande dessinée. Mais toi-même, as-tu eu des cours de bande dessinée dans ta vie ? Oui et non. Moi, j'ai dessiné de la BD depuis que j'ai 7-8 ans, on va dire, depuis que j'étais en âge d'en lire. Donc, j'ai une espèce de problème où il faut que je fasse du mimétisme. Quand j'aime quelque chose, il faut que je le fasse. Quand j'ai commencé à écouter du métal, il a fallu que je m'essaye à faire du métal. Enfin, voilà, c'est valable pour plein de trucs que j'aime. Donc, la BD, ça a commencé très tôt pour moi. J'ai pas eu de prof de BD parce que quand j'étais jeune, faire une école de BD, c'était compliqué. Il y en avait très peu. Pas comme aujourd'hui où il y en a partout dans toutes les villes quasiment. Donc à l'époque, il n'y avait que Angoulême ou Bruxelles, Saint-Luc, où il y avait très peu de place. Donc c'était compliqué d'y accéder. Donc ça n'a pas été possible pour moi. Quelque chose que tu as voulu faire quand même ? Je voulais, bien sûr, parce que moi je voulais faire de la BD tout jeune. Mais j'avais trouvé un pis-aller qui était d'acheter le bouquin de Duc, qui s'appelait L'art de la bande dessinée, tome 1 et tome 2, que je crois que tous les auteurs de ma génération ont acheté. Je crois que les seuls bouquins qu'il a vendus, ce cher monsieur Duc, d'ailleurs, je ne connais pas du tout. Je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre. En tout cas, il a fait 2 volumes de l'art de la bande dessinée chez Glénat. Et c'est incroyable le nombre de gars de mon âge, auteurs de BD, avec qui je peux discuter parfois en salon et qui me disent moi aussi je l'avais dans ma bibliothèque. Mais c'était bien ou c'était comme le apprendre à dessiner des mangas comme on voit maintenant c'était vachement bien fait, c'était vachement didactique, le mec il avait bien découpé toutes les phases et tout ça. Non, j'ai appris énormément dans ce bouquin. Et après, j'ai eu la chance, vers 18-20 ans, de rencontrer Jean-Louis Mourier à Marseille, qui animait des ateliers BD le soir. Alors Jean-Louis, à l'époque, n'était pas la star de la bande dessinée qu'il est aujourd'hui, n'était pas encore l'auteur des Trolls de Troie. Il venait déjà de publier Les Feux d'Askel. Qu'est-ce que c'était beau. Mais c'est magnifique, Les Feux d'Askel, sauf que ça n'avait pas le succès qu'a eu après les Trolls de Troie. Le rapport temps-succès n'était pas c'était incroyable. Des planches entièrement à la gouache, chaque case était un tableau, quoi. Enfin, c'était incroyable. Moi j'en parle encore, je disais des Cassius Belli, il faisait des couvertures des magazines. Mais oui, il faisait ce qu'il pouvait pour bouffer, parce que Jean-Louis, donc, à cette époque, je pense qu'il m'en voudra pas si je le dis, il crevait un peu la dalle. Du coup, il animait des ateliers BD, quoi. Et je prenais des petits cons pour leur montrer comment faire. Des petits cons comme Bruno et moi, donc Bruno Bessadi, mon pote, mon compagnon d'armes. Donc on allait au cours de Jean-Louis Mourier le mercredi soir et toutes les semaines on revenait avec notre carton sous le bras et on était avide de tout ce qu'il pouvait nous dire de refaire et qu'on refaisait pour la semaine d'après, d'améliorer et tout ça, quoi. Donc c'était pas une école de BD mais c'était des cours du soir, c'était tout ce qu'on trouvait comme conseil pour améliorer nos BD parce qu'on voulait faire ça, quoi. Même le week-end quand on allait de temps en temps dans des salons de la BD,
on allait emmerder les dessinateurs, à leur dire je fais ça, vous voulez regarder mes planches et tout. Alors il y en a qui disaient oui, il y en a qui disaient non, mais on était preneurs de tout ce qui pouvait nous apporter quelque chose, quoi. Et maintenant que tu es passé de l'autre côté, justement, est-ce que tu te dis, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai dû être con de faire ces trucs-là? Franchement, moi j'aurais été le prof à ce moment-là, j'en aurais collé 2, ils m'auraient gonflé. Est-ce que tu as ce genre de truc où tu te dis, ah merde, je devais être un peu chiant quand même? Non, parce que en fait, j'aime bien quand les étudiants sont un peu chiants dans le sens où ils sont demandeurs, où ils viennent nous tirer les verres du nez, qui veulent vraiment apprendre, qui veulent vraiment savoir des choses. J'ai plus de mal avec les étudiants qui sont super passifs. Parce que forcément, sur des classes d'une vingtaine, tu vas en avoir une partie qui ne savent même pas eux pourquoi ils sont là. C'est une minorité, mais il y en a forcément toujours. Alors, les premières années, après ça s'épure dans les années suivantes. Mais non, moi j'aime beaucoup les étudiants qui sont hyper passionnés et qui viennent nous sucer le cerveau pour en avoir plus, pour comprendre des choses et tout. Non, moi je suis super demandeur de ça et je leur donne beaucoup quand ils demandent. Parce que moi, je sais que j'étais comme ça quand j'étais jeune et que j'aurais adoré avoir des profs de BD. Et là, justement, tu donnes des cours de BD, mais la BD, c'est beaucoup de concepts et de points différents. Tu as une spécialité dans ce que tu leur enseignes? Parce que tu n'es pas le seul prof. Non, on est plusieurs profs, on a tous une spécialité. Donc moi, je vais m'occuper plus de ce qui est jeunesse et humour, qui est plus la branche dans laquelle je travaille. Il va y avoir d'autres profs comme Bruno Bessadi, donc qui va être plus dans la BD réaliste, le côté anatomique et tout ça, un peu plus pointu. Il va y avoir d'autres profs comme Clément Balou qui vont être plus dans le roman graphique, dans le journal, le côté BD reportage, quoi. Ça a été vraiment... le cursus a été vraiment classé par genre et pas par technique? Non, ce que tu me dis, ça donne l'impression qu'il y a un prof de genre. Tu vois. Ouais, au départ, on avait un peu découpé le truc comme ça. Après, aujourd'hui, ça a un petit peu changé au niveau de l'organisation de l'école. On a un intitulé de prof de BD. Mais après, chacun organise ses cours un petit peu comme il a envie. Et puis, les étudiants comprennent vers qui ils doivent plus s'orienter selon ce qu'ils ont envie de faire. Mais après, on est capable tous d'avoir un regard sur toutes sortes de BD. Si tu es prof de BD, c'est que tu es curieux, que tu aimes la BD. Moi, j'aime la BD dans son grand ensemble, quoi. Je me cantonne pas, même si mes préférences elles vont vers Spirou et Fantasio, Gaston Lagaffe. Je lis du Sphare, des BD d'association, des BD de tous les bords, du Larsenet, de tout, quoi, de la BD réaliste. J'aime la BD avec. Et puis Larsenet, quand tu dis que tu lis du Larsenet, on ne sait pas trop ce que tu dis, parce que entre un Blast et un Bill Baroud, il y a un petit écart. C'est vrai, je préfère Bill Baroud. Personnellement, je préfère Bill Baroud, mais j'ai beaucoup aimé ces derniers bouquins là. Thérapie de groupe ou même le rapport Baudrec, c'est très intéressant. Non, mais j'aime la BD moi, de manière très large. J'aime bien les Marjane Satrapi, j'aime plein de choses. Mais c'est vrai que moi, ma BD de cœur, c'est la BD franco-belge Spirou. L'école Spirou, l'école Pif, évidemment. J'ai commencé par Pif. Le gros nez, ce qu'on appelle le gros nez. Plus école Spirou que Tintin? Parce que c'était un peu une guerre quand même à l'époque. Complètement. Même si j'ai lu les Tintins quand j'étais gamin, mais je lisais pas le journal Tintin. Je lisais le journal de Spirou et je lisais Pif. Parce que Spirou, Tintin, c'était un peu Blur Oasis, tu vois. C'est vrai. Ouais. C'est un peu ce côté-là. Et donc, vraiment Spirou et Pif. Donc, justement, les deux. On va revenir à Pif. Communiste et catholique. C'était un peu les deux antithèses. C'est ça. Voilà. Et justement, dans Pif, qu'est-ce que tu aimais dans Pif? Parce qu'il n'y avait pas que le personnage de Pif, il y avait plein d'autres séries. Il y avait des séries qui t'ont marqué en particulier. Un message, on me dit Tintin le facho. Ah, on a du public. Ouais. Qui est dans la salle? Enfin, Tintin n'était pas facho, c'est juste son auteur qui... C'est ça. Pardon. Pas bien. C'était même pas sa faute, c'était son rédacteur en chef. C'est vrai. Qui l'obligeait à être comme ça. Oui. Il faut manger. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait fait C'est ça. C'est la question compliquée. Oui, donc dans Pif, justement, le magazine, donc tu le lisais dans la première formule de Pif, en gros, c'était... La première, non, parce que je suis pas... il y a une autre. La première. Non, mais quand je dis première formule, je dis c'était dans la continuité des Pif, des Vaillants qui étaient devenus Pif. Moi, c'était quand j'étais gamin, c'était déjà Pif Gadget. Ouais, c'était déjà Pif Gadget. Et disons qu'il y a une grande qui a duré pas mal d'années de Pif Gadget, mais on va revenir 46, je crois que 46 à 62, ça a été Vaillant, qui entre-temps est devenu Vaillant, le journal de Pif, et je crois que c'est 62, si je dis pas de bêtises. 69
69, Pif Pif Gadget, ouais. Ah ben voilà, je dis une bêtise. Donc Pif Gadget 69, moi j'ai dû commencer à lire Pif Gadget vers 77, 78, puisque je suis né en 71. Quand j'ai commencé à savoir lire, quoi, à partir de mes souvenirs, c'était à partir du CE1, quoi. CP-CE1. Alors, c'était quoi tes séries dont t'étais Alors, fan je de- détestais la BD réaliste, je lisais pas Raon, je lisais pas Docteur Justice, et tout ça. Pendant des années, j'aimais pas la BD réaliste. J'étais un peu pareil. Je m'en suis réconcilié avec la BD réaliste, je devais avoir au moins 16 ans. Je crois qu'il y avait Corto Maltese aussi. Corto Maltese, alors même pas, je regardais. Quoi. Ah, puis c'était mal dessiné, Ouais. c'était pas beau. Non, mais moi j'aimais la BD Grenet, j'aimais 10 centimes, j'aimais Placide et Museau, Pifou, mon préféré, je crois que c'était Pifou quand j'étais gamin. Et évidemment, Pif et Hercule, c'était absolument fantastique. Ces personnages anthropomorphes, là, c'était vraiment pour moi. Et puis je lisais aussi le journal de Mickey, Mickey Parade et tout ça. Donc j'ai toujours eu vraiment une fascination pour les personnages anthropomorphes. Chose que j'ai pas fait pendant très longtemps. Dans toute ma carrière d'auteur de BD, j'ai jamais fait d'anthropomorphe. Je m'y remets à peine maintenant. C'est ça. Je m'y suis remis quand j'ai Mais repris est-ce que Pif. ce serait pas une mode dans un atelier aussi de se lancer dans De faire de l'anthropomorphe? l'anthropomorphe, c'est vrai qu'avec Bruno, avec Bruno, c'est toujours un peu suivi. Ouais, c'est Parce que vrai. sa dernière série à Bruno est aussi anthropomorphe, alors qu'il mais faisait... il a toujours eu envie d'en Ouais, faire. oui, je sais Lui qu'il- aussi. Mais moi aussi, j'ai toujours eu envie d'en Ça manque faire. de gorille dans sa Mais dernière je BD quand pensais- même. Hein. Ouais, ça, c'est vrai. Non, mais il y en aura des moments. Ah, Mais je pensais que c'était plus dans l'air du temps, qu'on pouvait plus faire ça. Puis on avait entendu des trucs comme ça dans les années 90, comme quoi la BD anthropomorphe c'était fini, ça marchait pas, c'était pas possible. Et puis il y avait eu le contre-exemple avec Black Sad. oui. Mais qui était genre, ah oui, mais Black Sad c'est pas pareil. Oui, mais sans aller jusque-là, t'as du Voilà. Trondheim. Il y avait du Trondheim. Et tu vois, Trondheim qui a été... Moi, ce que j'adore, c'est du Machereau, par exemple. Oui. Machereau, c'est absolument fantastique. Je relis régulièrement du Sibylline ou du Chlorophylle, mais c'est absolument génial. Le vent dans les sols. Il y a eu le vent dans les sols dans les années 90 qui était Ouais, très le chouette. Chapeau Six, ouais. Non, il y en a toujours un peu eu. Ouais. Mais c'est vrai que c'était moins tendance. Quoi. Et du coup, je me suis mis ça de côté. Et ben là, je me fais plaisir. Il y a un petit retour, hein, je crois. On a parlé de Jim Hawkins, nous, il n'y a pas longtemps. Ouais, Jim Hawkins, c'est vrai. Il y a un c'est petit chouette retour, aussi. j'ai l'impression, Ouais, ouais. d'anthropomorphisme. Alors, je sais pas si c'est dans... J'ai l'impression que c'est plus dans la continuité d'un Black Sad au niveau... Ouais, un anthropomorphisme semi-réaliste réaliste. Ouais. Moins un anthropomorphisme à la Mickey ou à la Pif. C'est ça, ouais. C'est... Bah, après, regarde, tu as tous les parutions de Glénat là, avec le nouveau Mickey. Ouais. Ouais, mais c'est de la réédition. Non, il y a les nouveaux qui sont faits Ah, par. les Mickey par des auteurs. Ouais, Mickey par. Je sais plus comment ils appellent la collection. Oui, c'est des collections de Glénat. C'est Glénat qui a réussi à avoir les droits de... Parce que c'est toujours Hachette, je crois, qui a les droits de tout ce qui est Mickey magazine. C'est plus Hachette. Ah, c'est parce plus que Hachette, moi, en fait, en vérité, je travaille pour le journal de Mickey. Je fais des jeux dans D'accord. le journal de Mickey. Je suis pas crédité, il n'y a pas mon nom, hein, mais je m'en fous, c'est de l'alimentaire. Ouais. Et ça appartient plus à Hachette, c'est un autre groupe qui s'appelle Unique Héritage. D'accord. C'est assez récent, Le apparemment. nom unique héritage de groupe, c'est... Ouais, c'est ça. C'est que des retraités américains qui en fait ont investi dans un fonds. Ouais, c'est bon. C'est un fonds de retraite américain en fait. Et bah, Si on me retrouve pendu dans quelques jours, parce que j'en ai parlé ce soir. T'en as trop dit. c'était le secret, c'était la confrérie d'unique héritage. Il ne fallait pas en parler. Bah, Thio, tu vas nous raconter un peu l'histoire de Pif et du rapport que tu as eu avec Pif. Et je vais même mettre un petit jingle. Tu as eu des rapports avec Pif? Oui, plein de rapports avec Pif pour fêter ça. Bah, quelque part, il n'a pas de pantalon. Pif seulement, il n'y a pas de pantalon. Pif, ouais. Moi j'en ai un. Ah oui, Pif, voilà, t'as pas de pantalon. Moi j'ai toujours un pantalon, je préfère le dire quand même. Mais Pif, donc je te parle de mon relationnel, comment je l'ai découvert. En fait, alors je me suis déjà quand même vachement un petit peu répandu avec tous nos auditeurs, pas auditeurs. Et finalement, Pif, en y réfléchissant, ça a quand même été ma première lecture quand j'ai su lire. Mon frère étant plus grand, donc lui il avait acheté Pif Gadget pour le gadget. Et il lisait Raon, parce qu'il kiffait Raon. Mais je devais être en CP, CE1, donc vraiment, ça va être vraiment mes tout premiers trucs à lire, quoi, avec les tuniques bleues et les petits hommes. Et ça a été Pif, quoi. Et c'est là, aujourd'hui, voilà, quand j'ai dû un peu me replonger dans Pif, je ne retrouvais pas les titres que je connaissais. Alors, du coup, heureusement, tu m'as un peu aidé, Pied, parce que Ouais, on a discuté un peu. on a discuté un peu. Parce que c'est loin, hein, tout ça. Parce que quand je cherchais en fait les titres, je regardais sur tous les sites qui parlent de Pif, je me disais, mais Ragnar le Viking, Dog Justice, ça me dit rien, quoi. Mais alors, absolument rien. Raon, je m'en souviens, parce qu'il y avait le couteau de Raon dans Pif Gadget. Et le collier aussi, ils ont eu. Et le collier aussi. Mais moi, c'est le couteau, parce que tu le faisais tourner pour savoir où tu allais, tu vois. Ouais. Quand toute l'après-midi, quand on était dans les Alpes chez ma grand-mère. Et Dog Justice, vraiment Faut aucun me parler. souvenir.
Aucun. Mais Parce alors, que, aucun. Moi, Doc Justice, après, j'en ai un souvenir sans doute très déformé, mais c'était le bon Européen qui arrivait dans un pays pauvre à l'étranger pour aider ces pauvres Niakoué qui en chiaient, tu vois, qui étaient pas très doués, qui avaient besoin de l'aide du bon Européen pour les aider. C'était un petit peu colonialiste dans mon souvenir. Faudrait que je les relise, parce que peut-être que ça avait rien à voir, que c'est une sale image. Quand même, point de vue de gauche, Ouais. communiste. Ouais, et il faisait du karaté. Il faisait du karaté, mais il faisait aider aussi. Il venait les aider. Ouais. C'était pas si colonialiste que ça. Bah, c'est le souvenir que j'en ai, hein. Je t'avoue que c'est très déformé, je pense, mais... Et après, du coup, tu m'as fait repenser à Rigolus et Tristus. C'était trop... Et ça, quand tu m'en as parlé d'un coup, ça fait ah oui, le truc avec les deux, ouais, c'est ça. Et là, oui, ouais, ça a été un truc qui m'avait marqué à l'époque. Mais finalement, voilà, ça m'a vachement permis d'apprendre à lire. Ça m'a marqué, parce que tu vois, je m'en souviens encore. Mais j'ai pas finalement tant de souvenirs que ça. De Pif Gadget, je me rappelle presque plus finalement les gadgets que les BD en général, tu vois. Les BD de Pif, ça j'en ai lu, je veux dire, quand on faisait les trajets pour aller dans le Limousin chez mon grand-père, les 8-9 heures de train, tu les voyais, quoi, les Pifs. Mais, enfin, voilà. Donc c'est quand même un... Je sais pas, voilà, pour moi, ça a été quand même un marqueur de mon enfance, avec des super trucs, mais finalement, voilà, je les ai jamais relus, parce que je suis même pas sûr en fait qu'il y ait eu des parutions en bande dessinée qui sont sorties. Il y en a eu des pifs en bande dessinée. Alors moi, justement, c'est un de mes premiers souvenirs je crois que c'est un des premiers albums cartonnés que j'ai eu, mais que j'ai choisi, pas le truc qu'on t'offre pour te dire tu vas lire de la BD, machin chose. J'aimais pas Tintin enfant, donc et on a dû m'en offrir. J'avais choisi, à l'époque c'était chez le Buraliste, tu les trouvais, ils avaient sorti une collection, et c'était, on va en revenir, c'était Cortegeni, il me semble. Je suis presque sûr que c'était lui au scénario, parce qu'il y avait le nom écrit en gros. C'était un pif, je sais plus, il y avait une histoire de voyage dans le temps, je crois. Mais qui m'avait marqué, je l'ai lu, j'ai dû le relire c'est pas l'armoire magique. C'est ça, l'armoire magique. J'ai dû le lire des dizaines de fois. Dessiné par Cavazzano, dessinateur italien qui travaillait énormément pour Mickey. Ouais, c'est extrêmement talentueux, qui dessine toujours d'ailleurs. Mmh. Ouais. Mais oui, c'est ça. Et moi, j'avais été à fond de ce truc-là. C'était super dynamique au niveau de la narration. J'en ai un souvenir. Peut-être que je le relirais maintenant, j'aurais un regard un peu différent, mais dans ma tête, c'était super moderne. C'est un peu niais, mais c'est chouette. Moi, j'aime bien les relire. Mais non, je te parlais de Rigolus et Tristus. Est-ce que tu penses qu'il y a eu des parutions en album, Rigolus et Tristus? Possible. Possible. Faut vérifier. Mais ça, je sais pas. Ouais. Je n'ai pas cherché. Parce que César, quand même, il avait une bonne notoriété. C'était l'auteur d'Arthur le Fantôme aussi. J'adorais Arthur le Fantôme. Et il y a eu des recueils, il y a eu des choses. Hein. Ça peut se trouver. D'accord. Bah écoute. Voilà, dans des vides-greniers ou quoi. Ouais, on va chercher. Ça va pas être facile à trouver. Pourtant, c'est un auteur, César. Moi, j'ai revu les dessins l'art récent. T'as des souvenirs toujours un petit peu bonifiés, tu vois. Ouais. Tu revois les dessins maintenant, tu dis non, en fait, c'était déjà excellent, quoi. Très bon niveau. Tu vois, un truc comme 10 centimes a très mal vieilli graphiquement. C'était moins bon. Ça a vachement. Ouais, c'est vrai. Ou Placide des Museaux aussi. Placide des Museaux, j'aimais beaucoup, mais quand je revois aujourd'hui, j'ai un peu du mal. Voilà. Alors que dans César, c'était un très haut niveau. Moi, je me souviendrai toujours de Bougre d'âne et Bougre d'andouille ne font qu'un. Oui, mais il y a des marques dans le. Excellent. 10 centimes le petit franc, c'est plein de jeux de mots en fait. Un peu lourdingue peut-être pour des jeunes d'aujourd'hui, mais qui était excellent. Et donc, tu t'es replongé un peu dans l'histoire de Pif. Pif, du coup, voilà, c'était un journal qui est paru en 48, donc qui était fait au départ par l'Humanité, donc le PCF. On était sur un journal communiste, bien que l'ayant lu, j'ai jamais eu l'impression d'avoir été, tu vois, un peu martelé au niveau des idées sur le. C'est en fait finalement après que j'ai découvert que c'était un truc communiste au départ, mais pourtant c'était rouge le logo. Ouais, mais enfin, si tu pars de ça, je crois que tu as quand même beaucoup de passeports qui sont rouges et pour autant on n'est pas des pays communistes. Voilà. Non, mais c'est vrai que ça transparaissait pas le truc. Moi, je sais que j'avais des copains qui me disaient qu'ils n'avaient pas le droit de le lire parce que leurs parents ne voulaient pas leur acheter parce que c'était un magazine communiste. Mais franchement, mes parents n'étaient pas communistes. Ils s'en foutaient, c'était un magazine pour la jeunesse. Il n'y avait pas de mauvaises intentions à l'intérieur. C'était plutôt des idées de tolérance, de respect de tous. Enfin, il n'y avait que des bonnes valeurs à l'intérieur. Après, globalement... Même dans Rang, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait ramener la paix dans les clans, dans les groupes. Il allait
Ouais, on va dire que c'est des idées communistes. En vérité, c'est des idées humanistes, quoi. C'est des Humaniste, idées, plus que... Ouais. de base, de pacifistes. Oui, tu n'avais pas tout un chapitre sur le partage, sur la monnaie, l'argent, etc. C'était plus des idées purement humanistes. C'était le côté humaniste du communisme, mais que beaucoup d'idéologies partagent, en fait. Surtout quand tu parles aux enfants. Attends, du coup, c'est quand même énorme, parce que mes parents, ils faisaient le grand écart à l'époque. Hein, parce que mon frère, il avait donc les Special Strange et Pif. Mais moi, j'avais des Mickey Parade, des Super Picsou géants. Du coup, voilà, tu me dis, Super Picsou géant, tu vois, Picsou, c'est genre le capital et tout. Ouais, mais c'est traité avec humour, ce côté capital. Ouais. Donc, du coup, le journal donc, Pif donc, va être dans l'humanité au départ, puis après, ça va être Vaillant, puis Vaillant Pif, Vaillant le journal de Pif, pardon, et enfin Pif Gadget en 69, comme tu disais. Et ouais, moi, je crois que j'ai dû le lire dans les années de 80 à... 80, enfin pas de 80 parce qu'à 3 ans je ne lisais pas encore, faut pas abuser. Je crois de 80, peut-être 85 jusqu'à 90, j'ai dû en lire des Pifs. Et ouais, ça a été... Mais c'est vrai que tu vois, c'est un peu une sorte de truc que mon cerveau a un peu oublié en fait, le Pif. Et pourtant, c'est, tu vois, quand j'y repense, il y a plein de choses qui reviennent, mais oubliées. Ouais, mais après, c'est vrai que quand le magazine s'est arrêté, il y a eu des numéros spéciaux qui sont sortis. En 94, il s'est arrêté. Et les numéros spéciaux, je crois que j'avais acheté un Pif 2000 ou un truc comme ça, qui était fantastique, mais c'était plus un Pif souvenir où tu ressortais. Si, il y avait une sorte de... Il y avait un truc fantastique, il y avait une histoire de Corto Maltese, mais humoristique. Ah ouais. Donc dessiné par Hugo Pratt, mais Corto Maltese qui se battait parce qu'il y avait une conne de mouette qui voulait lui chier sur la gueule. Et il se cachait derrière un caillou et il faisait que râler parce qu'il y avait cette mouette qui voulait lui chier sur la gueule et qui pouvait pas se déplacer tranquille. Ça sonnait, je sais pas, c'était l'impression que c'était du Pratt scénarisé par Mandrika, tu vois. C'était un peu ce genre d'ambiance-là, parce qu'il y avait aussi le concombre masqué, on parle de Pif. Et c'est vrai que... Léonard, mais j'ai découvert Léonard dans Pif. Léonard, c'est dans Pif. Ouais, c'est dans Pif. Fan de Léonard. Toutes les BD de Turc de Grotte, c'était Pif. Pareil, Robin des Bois. Robin Dubois, c'était dans Tintin. Robin Dubois, c'était Tintin. Et Léonard, c'était Pif. Ah ouais, Léonard, ça passait dans Pif. J'avais découvert dans Pif. J'étais fan de Léonard. Ça, c'est Léonard, c'était bon. Il y avait cette double lecture avec le chat en arrière-plan là, qui faisait toujours des conneries. Oui, t'avais toujours deux histoires. C'était incroyable. Et donc, il y avait plein de tentatives de reprise. Ah ouais, alors là, ça a été quand même un peu compliqué, parce que du coup, ça s'est arrêté, comme tu dis, en 93. 93, repris en mensuel, de 2004 à 2008 en mensuel. Exact, avec François comme rédacteur en chef, justement. Voilà, puis après sous forme de hors-série jusqu'en 2015. Puis là, du coup, ça reprend sous la forme d'un super Pif. De 2015 à 2018, c'est la période où j'ai dessiné les aventures de Pif. Ouais. Et ensuite, ça a été repris donc, par Frédéric Lefebvre, qui désormais le fait en trimestriel, depuis 2020. Ouais. Et là, j'ai vachement plus de mal. Et le rédacteur en chef, c'est l'ancien porte-flingue de Sarkozy. Là. Je sais plus comment il s'appelle. Ils ont fait un grand écart total. Ouais, là, c'est... Non, et puis même, moi, j'ai été surpris, j'avoue, du visuel. Graphiquement. Pas très... Ouais, le nouveau Pif, c'est pas très propre. Mais je crois que ce qui a fait le plus scandale, c'est que l'UMA a confié le bébé à... Oui, c'est l'Humanité. Je sais plus comment il s'appelle, ce gars-là. Ouais, c'est Lefebvre. Frédéric Lefebvre. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que moi j'ai été plus. Alors après, il y a un côté. Ils sortent aussi des numéros un peu vintage qui vont chercher dans le. Donc qui reste intéressant. C'est pas mal, ça fait des mais moi j'ai vu les. J'avais été surpris. Après, bon, c'est pas pour te flatter, hein, mais je trouvais que ce que tu avais apporté, toi, au dessin de Pif, ça avait amené quelque chose qui modernisait le personnage sans trahir un peu ses racines de dessin. Tu parlais du dessin de Cavazzano, ce genre de choses-là. Moi, je m'inspirais beaucoup du Pif. Ce côté de l'ancrage, moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ton travail. Tu as un ancrage sur tes plaintes et déliés où on sent que tu te prends bien la tête pour faire bien l'ancrage, des beaux effets au niveau de l'ancrage. Et ouais, moi, je trouvais ça élégant, moderne. Je crois qu'un des premiers extraits qui montrait, tu voyais Pif avec un sweat capuche qui t'ancrait aussi le personnage dans notre époque. Et là, j'ai l'impression que le nouveau Pif, c'est un Pif pour les vieux, quoi. Je sais pas, je l'ai pas lu. Moi, je l'ai juste vu. Je sais pas, où ils essaient de toucher les gamins en mettant Nico Saliaga en parrain, dessiné pas fantastiquement bien au niveau de la caricature. Enfin, ça m'a semblé très opportuniste dans le ton et dans l'approche. Et j'ai vachement eu j'ai pas osé me lancer dedans. Surplouf, le petit corsaire. Surplouf, oui, c'était trop bien, c'était César. Tu vois, non mais tu vois, en relisant des trucs, je retrouve des noms. Incroyable, c'est César. Ouais. Ah ouais, non, il a fait des Surplouf, c'était trop bien. Voilà, donc ça c'est la dernière en date. Et toi, tu t'es retrouvé à dessiner Pif, mais
comment est-ce que d'un coup tu te retrouves à dessiner un personnage comme ça? J'imagine que enfin voilà, je vais dessiner Pif, quoi. C'est un peu un truc de fou, donc j'en reviens à parler de François Cortegiani. Ouais. C'était le rédac chef. Alors, il a été rédac chef de 2003 à 2008. Hein. Ouais. Déjà, François, quand j'étais gamin, quand j'ai commencé à lire Pif, je voyais son nom crédité. Il était tout jeune, c'était un jeune scénariste qui commençait à travailler dans le journal de Pif, donc je voyais son nom à côté de celui de Cavazzano, de Claude Marin ou d'autres dessinateurs. Je comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire, on voit des noms à cet âge-là, on comprend pas trop. Ça te marque un peu le regard. Et puis après, François Cortegiani, j'ai vu son nom sur les aventures de Marine, j'ai vu son nom en grandissant sur les aventures de Bastos et Zakouski, j'ai vu son nom sur des tonnes de BD, donc ça s'est imprimé dans ma tête. Et j'ai eu la chance, jeune, de le rencontrer 2-3 fois dans des festivals de BD, parce qu'il était de la région, il était de Carpentras. Donc j'ai eu la chance de le rencontrer dans le coin. Quelqu'un de super ouvert, c'est-à-dire qui ne snobe pas des petits jeunes qui vont arriver avec leurs dessins tout pourris pour le montrer. Donc qui est très encourageant et qui m'a toujours considéré, moi et d'autres jeunes dessinateurs d'ailleurs. Et... le temps passe, je deviens dessinateur professionnel à partir de 2000, je sors mon premier album. Je le recroise dans des salons, cette fois-ci de l'autre côté de la table. Je n'étais plus le jeune fan de BD demandeur, mais j'étais auteur comme lui. Il me reconnaît, il m'a toujours reconnu. Ah, salut, super et tout. Ah, tu fais ça, génial, c'est bien. Bienvenue en gros dans la profession. Et un jour, en festival, à table, comme ça se passe souvent le soir dans les repas d'auteurs, on discute, je lui dis j'étais fan de tes BD, j'adorais, je lisais Pif quand j'étais gamin, nana. Et je lui dis qu'est-ce que j'aurais aimé dessiner une aventure de Pif si ça existait encore, quoi, si le journal existait encore. Et il me dit écoute, si un jour on relance Pif, je ferai appel à toi. Et moi je me dis il est drôle. Sympa ce François, c'est gentil de me dire ça. Voilà, et ça va rentrer par là, ça va sortir par là et ça sera oublié dans les limbes de l'histoire. Et un jour, François m'envoie un message il me dit donne-moi ton numéro de téléphone, il faut que je te parle. Donc je lui envoie mon numéro de téléphone et c'était en 2015 donc. Il m'appelle, il me dit tu veux toujours reprendre Pif? Je dis mais qu'est-ce que vous me dites là, monsieur? Mais enfin, oui, mais non, mais oui, mais pourquoi? Il me dit écoute, on relance Pif là. Luma relance Pif, je vais faire les scénarios, il me cherche un dessinateur, donc je te propose, si ça t'intéresse, voilà, je te mets sur le coup. Et moi j'ai dit oui, d'accord, oui. T'as pas fait je regarde mon planning. Non, genre tu sais pas, mais tu peux pas dire non. Oui, allez, oui. Et là, c'est parti. Voilà, ils sont ok. Alors, je fais quelques dessins tests, fais-moi quelques croquis pour leur montrer. Je fais quelques croquis, il me dit c'est bon, allez, tu vas dessiner la prochaine aventure de Pif. Et c'est comme ça qu'on est parti. Bon, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 2015 à 2018, ça a duré 3 ans. C'était la formule spéciale Pif, donc c'était un trimestriel, une espèce de formule comme Super Picsou géant, un peu gros. J'ai fait 9 aventures avec lui. Il y a eu 9 épisodes, 9 histoires d'une dizaine de pages à chaque fois. Il y avait 9, 10, 12, c'était variable. Et j'étais aux anges, moi, de dessiner les aventures de Pif avec François Cortegiani, le scénariste que je lisais déjà sur Pif quand j'étais gamin. C'était un rêve d'enfant, mais j'étais déjà grand. Hein, j'avais déjà publié plein d'albums. En 2015, moi j'ai commencé à publier en 99, donc j'avais déjà fait un paquet d'albums. Mais à ce moment-là, je me disais, je peux mourir, c'est bon, quoi. J'ai fait ce que j'avais à faire sur cette terre, l'objectif que. Tu as touché ton Graal, quoi. C'était. Ouais, je me disais, allez, le truc. La barre un peu au-dessus, ça pourrait dessiner une aventure de Spirou, peut-être un jour, mais parce que j'ai connu Spirou plus tard aussi. Mais Pif, c'était incroyable. Et tout ça est lié à François. François, donc, du coup, je rebondis sur François, parce que François est décédé il y a à peu près 3 semaines maintenant. Là. Soudainement, on ne s'y attendait pas. Voilà, il nous a quittés. Donc, j'étais toujours en contact avec lui, on était amis, au-delà de travailler ensemble. C'était quelqu'un que j'estimais beaucoup. C'était un peu un papa ou un tonton, pour moi, un de ceux de la génération au-dessus, et qui était toujours super bienveillant, avec qui on s'appelait régulièrement. On n'avait pas perdu le contact, même si Pif était fini, on n'avait pas perdu le contact. On s'était vu au mois d'août là, sur un salon où il m'avait fait inviter, il m'avait fait faire l'affiche. Donc voilà, c'était quelqu'un qui était dans ma vie, même si c'était pas au quotidien.
qui étaient dans ma vie, avec qui j'avais au moins 3-4 contacts dans l'année. Et on s'était appelé la semaine avant son décès, malheureusement, parce qu'il avait trouvé un éditeur pour faire une compile en fait, des 9 épisodes qu'on a dessinés ensemble. Donc je pense que ça se fera quand même. Il va falloir le temps maintenant de réorganiser ça. Mais on devait compiler donc les 9 épisodes dans un petit recueil. Et il m'avait demandé de faire des refs de couve que je lui avais envoyé. Il m'avait appelé pour me dire « Ils sont tous super, ça va être dur de choisir. Bon, mais je vais transmettre à l'éditeur. » Et on était en plein action, quoi. Il allait se passer un truc. Et là, tu dis que tu as dessiné 9 histoires, mais est-ce que, parce que je sais pas, est-ce que la fin justement de la collaboration a été brusque? Ça a été quelque chose d'anticipé? Est-ce que tu avais déjà commencé à bosser sur un autre scénario? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été finies? Non, parce que c'était des histoires autoconclusives à chaque fois. Comme c'était un numéro trimestriel, c'est souvent des histoires qui s'ancraient dans la saison. Il y a une histoire d'hiver, une histoire automne, une histoire été, donc qui s'ancraient comme ça. Donc du coup, le dernier épisode qu'on avait fait, je crois que c'était... printemps ou été, je sais plus, mais peu importe. Mais à chaque fois, c'était une histoire qui se terminait. Après, il avait articulé toutes ces histoires autour du méchant Crapulax, qui était un personnage qu'il avait créé, lui, dans l'univers de Pif. Donc, du coup, qui lui appartenait vraiment. Donc, du coup, il y avait quand même une unité dans toutes nos histoires, mais c'était des histoires autoconclusives, donc il n'y a pas eu d'attente vis-à-vis des lecteurs, de frustration, quoi. C'est pas comme la fin de Bidouille et Violette quand j'étais ado dans le journal des Spirou où Bidouille se fait renverser par une voiture et qu'on n'a jamais su ce qui était arrivé parce que Hitler s'est disputé avec Dupuis et qu'il est parti faire sombre chez Glénat, quoi. J'avais une super question et tu l'as perdu. Bidouille et Violette m'a tué. C'est comme la voiture finalement. Ouais, c'est ça. Et donc Pif, ça s'est arrêté. Comment tu dis que vous aviez Crapulax. Le personnage, tu dis qu'il lui appartenait, mais d'ailleurs, comment ça se passe au niveau des droits quand tu travailles sur ce genre de licence? Ça doit être une galère terrible. Je sais que quand tu vas travailler chez Marvel ou quoi que ce soit, quels que soient les personnages que tu crées appartiennent à l'éditeur. Là, on est dans un cadre de la loi française. Tu savais, toi, comment t'as designé de nouveaux personnages ou pas? Non. Moi, j'ai pas designé de nouveaux personnages. Après, je sais pas, c'est François qui gérait tout ça avec Luma. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait utiliser Crapulax? Je sais que le personnage de Crapulax, c'est lui qui l'avait créé. Je sais que le professeur Bellepomme, c'est lui qui les avait créés. Donc, du coup, ils utilisaient, ils les réutilisaient. Après, je sais pas comment ils géraient ça. En tout cas, Pif et Hercule avaient été créés par Arnal. Ouais. C'était donc des personnages qui appartiennent à Luma. Donc ils n'appartenaient même pas à Arnal, entre guillemets? Non, parce qu'il les avait revendus à un moment donné avant sa mort, sur la fin de sa vie. Donc c'est une licence comme Dupuis, comme Spirou qui appartient à Dupuis ou Batman qui appartient à DC. Ce sont des licences. Donc on sait quand on travaille sur une licence comme ça qu'on n'est pas propriétaire des persos, qu'on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Même pour la compilation là, dont je vous parlais, ça faisait 3 ans que François négociait les droits vis-à-vis de Luma et de l'éditeur pour pouvoir en jouir librement. Enfin, librement. Oui, pour pouvoir le faire. Quoi. Allait sûrement récupérer des billes dessus, mais on ne pouvait pas, comme ça, du jour au lendemain, signer chez qui on voulait avec ces planches. Donc ces planches, elles sont là, elles sont chez moi, elles dorment. Les planches originales m'appartiennent parce que ce sont des originaux, mais l'exploitation appartient quelque part à Luma. Donc on ne pouvait pas en faire ce qu'on voulait, comme on voulait. Ok, on va revenir un peu sur François Corteggiani parce qu'on a bien commencé. Après ça. Donc là, ça va être de la lecture de fiches Wikipédia commentées parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il a une belle fiche Wikipédia, François Corteggiani. Voilà. Donc il est né le 21 septembre 1953 à Nice. Et donc il est mort le 21 septembre 2022 à Carpentras. Le jour de son anniversaire. Voilà, le jour de son anniversaire. C'est... Voilà, chiffre rond. Il est surtout connu comme scénariste, mais il était aussi dessinateur. Il avait commencé vaguement chez Spirou, apparemment. Il avait fait un petit passage éclair avant d'arriver chez Pif Gadget. Où il s'était retrouvé à reprendre des personnages que lui avaient confiés d'autres auteurs. Et ça ne l'a pas empêché, à côté de ça, de travailler dans pas mal de publications jeunesse, de nombreuses. Il a été dans le journal de Mickey, il a été un peu partout, je trouve, à l'époque.
Est-ce que c'est pas l'époque qui voulait ça aussi, d'avoir des auteurs qui étaient un peu quand même... Ah, il y avait des écoles, hein. T'avais l'auteur de tel éditeur, souvent. C'était rare de sortir, hein, de changer de maison, j'ai l'impression. Je sais pas exactement. Ouais, travailler partout, voilà, mais je sais pas. Après, Ouais, parce que moi, après, je pense, on n'est plus à cette époque, je dirais, de la génération précédente, hein, que sont les Franquins ou quoi que ce soit, où le jour où Franquin s'est cassé pour aller chez un autre éditeur, wow, c'était une explosion, c'était un truc énorme. Ouais, parce que Franquin, c'était l'auteur phare de Spirou, du journal de Spirou. Ouais, mais c'était rare qu'un auteur aille faire des infidélités à côté, tu vois. Donc là, il a rencontré Pika, sur lequel il a travaillé sur les séries Marine et Smith et Wesson. Pierre Tranchant, donc, avant de s'appeler Pika. Pierre Tranchant, voilà. Qui est un ami aussi. Ouais. D'ailleurs, je sais pas pourquoi est-ce qu'il a changé de nom, alors que Pierre Tranchant, pour moi, j'ai toujours été... Je vais pas poser la question. Quand il a lancé les profs, il a changé de nom. Pour moi, je sais pas, j'étais fan de Tranchant et Cortegiani sur l'école Abracadabra dans le journal de Mickey. Marine, j'étais à fond. C'est un truc que j'adorais. Smith et Wesson, j'en ai un souvenir très très lointain, mais ça me faisait mourir de rire. Je sais pas pourquoi. C'était très chouette. Les gags de Smith et Wesson étaient vraiment très très bien. Donc, étaient des cow-boys, comme le nom pourrait le supposer, mais bon, c'est... Voilà. Donc, il s'est retrouvé à travailler avec plein d'auteurs. Il a travaillé avec Bercovici chez Glénat. Il s'est retrouvé à reprendre le travail à la mort de Charlier sur la jeunesse de Blueberry. Donc, vraiment dans un style beaucoup plus... auquel on ne s'attend pas, parce que c'est un personnage, c'est un auteur qui était vraiment... centré sur le côté humour et BD jeunesse. Grenier, voilà. BD Pif, Mickey, tous ces trucs-là. Ouais, donc c'était Colin Wilson au dessin, qui a pas mal aussi bossé avec les Américains, Colin Wilson. C'était un anglais très talentueux. Voilà, j'ai lu une série sur laquelle il a travaillé qui s'appelle Sleepers, qui est vachement bien très fort, chez Image Comics. Moi, quand j'ai découvert qu'il travaillait chez Image Comics, mais que c'était un gars qui avait fait du Blueberry, ça m'a fait bizarre dans ma tête. Tu vois, il y a une sorte de décalage. Et puis il s'est installé du côté de Carpentras. Apparemment, il y est resté parce que ses enfants étaient dans le coin et qu'il avait trop de bouquins déménagés. Ça, je sais pas. C'est un truc qu'il a donné dans une interview. C'est non, mais j'avais trop de bouquins déménagés. C'était plus possible. Il a lancé un festival qui s'appelle le Bistrot BD, qui est entre le festival et le truc de rencontre, j'ai l'impression. Qui devait avoir lieu cette année, le lendemain de ses funérailles, donc qui a été annulé. Ah, voilà. Tu sais s'ils vont en refaire un en hommage ou quelque chose parce que apparemment c'est un festival de potes plus que de voilà, plus que d'éditeurs. C'est François qui l'a organisé, donc du coup François a invité les auteurs qu'il aimait bien et les auteurs qui étaient potes et qui travaillaient. J'ai eu la chance d'y aller quelques fois. Voilà, il était aussi pas mal impliqué politiquement. Pas mal. C'était un grand soutien de Mélenchon. Il a même été condamné pour un fanzine de caricature qu'il distribuait sur le marché de Carpentras. Ouais, parce qu'il s'était attaqué aux représentants du Front National de Carpentras et c'était allé jusqu'en justice. Pour 4 ans apparemment. Apparemment pour pas grand-chose en plus. De broutilles. Voilà. Après, il y a eu un appel sur la fiche Wikipédia. Ils disent pas si ça a été... comment ça s'est fini en définitive. Je sais pas si ça a été clos. Voilà. Et puis il est mort assez prématurément. C'était quelqu'un qui, comme je disais, moi j'avais... c'était le moment où je commençais à lire le nom des auteurs, à chercher tu vois, à les voir. Et puis c'était quelque chose de rare sur, je disais, l'armoire magique. De Pif. Le nom était écrit en gros sur la couverture. C'était rare à l'époque. Il y avait eu des rééditions chez Soleil dans les années 90. C'était peut-être celle-là que j'ai lue. Mais moi, je les ai, les rééditions. J'ai des vieux journaux de l'époque où il y a toutes ces petites histoires. Mais j'ai aussi des rééditions quand on fait Soleil dans les années 90. Il y a des Smith et Wesson, il y a des Pif, il y a plusieurs... du patrimoine du journal. Mais voilà, mais c'était très rare d'avoir les noms des auteurs écrits en gros, quoi. Et moi, ça m'a fait. Et puis pour le coup, comme je l'avais beaucoup relu, je le voyais pas mal. Et c'était vraiment. L'impression que ça donne, c'est que c'était quelqu'un qui était en tout cas très connu dans la profession, qui était quelqu'un qui était très apprécié. Très tranché, en fait. Ouais. Non, voilà. Vraiment. Il y avait des gens qui l'adoraient, des gens qui le détestaient. Ah ouais, il y avait vraiment un côté... moi, je l'adorais. Je faisais partie de ceux qui l'adoraient. C'est quelqu'un qui était entier, qui avait un caractère, qui était très tranché, quoi. Et là, je vais revenir sur sa bibliographie, parce qu'il y a des bijoux dedans. Moi, j'ai des souvenirs qui reviennent rien qu'en lisant la biographie. Donc, il a travaillé sur du Alix.
Oui. Voilà, rien que ça, c'est pas mal. L'Archer Blanc, avec Mitton, Ouais. qui était du comics à la française. C'est ça. Et j'en ai un souvenir fou, j'adorais l'Archer Blanc, je sais pas pourquoi. Il a fait une adaptation de Basile détective privé, avec Cavazzano au dessin, justement. D'accord. Ah bah, tu vois, ça, C'est un des premiers Disney que j'ai dû voir au cinéma, c'est pour ça que ça me marque. Ok. Donc Bastos et Zakouski, les bébés Bastos et Zakouski, pour moi, c'est leur chef-d'œuvre Ah ouais. absolu, Cortégiani Tranchant. J'ai découvert ça, j'avais 14-15 ans. Ouais. BD, du coup, gros nez, un petit peu dessin Mhm. à la tunique bleue, tout ça, mais avec une histoire vraiment très dure, qui devient de plus en plus dure au fur et à mesure des 6 tomes. C'est vraiment incroyable, c'est à lire absolument. Il y a une nouvelle réédition qui est sortie chez Glénat, je la conseille à tout le monde. Il va falloir que je me lance dessus, parce que ça très m'intrigue bon. pas mal. Ça a été publié de 80 à 86. Ça se Il a fait passe les bébés bien. Disney avec Claude Marin. Oui, les bébés Disney avec Claude Et Marin. j'en ai un souvenir, là. Je Ouais, pense au c'était journal de chouette, hein. Mickey, j'adorais ça. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Un truc qui s'appelait Capitaine Roger, je sais même pas ce que c'est. C'est très des bon. tonnes de trucs. Avec Cavazzano aussi. Robin des Bois, avec un Robin des Bois avec Sarah Storino, encore quelqu'un d'une écurie Disney, j'imagine. Je connais pas. Les Italiens, souvent. On m'a beaucoup parlé de la série de Silence et de Sang. Je les ai pas lus, mais je vois, c'est une Qui est un série truc, sur la mafia. qui a l'air justement de complètement tranché par rapport à on a parlé beaucoup de choses un peu légères, quoi, même s'il pouvait y avoir un fond un peu plus profond. L'école Abracadabra, moi, c'était mon... Voilà, faut dire. Ah, le Grand Panique Circus, ça, c'était dans Spirou, avec Bercovici. Ah, Bercovici. Ouais, c'était très, très drôle, les histoires de cirque. Il a tellement fait de choses. Il a travaillé sur Hexagone Universe avec Jean-Marc L'Officier et compagnie, qui était une tentative de relancer un univers de personnages de comics à la française. Les Marines, une adaptation de L'île au trésor avec Michel Faure. Oui, qui est très, très, très bien faite. Parce que Michel Faure, c'est un dessinateur exceptionnel aussi. Les Passagers du temps, avec François Bourgeon. Il a participé dessus ? Ouais, il est noté comme Passager du temps. Ah, pas du vent. Ouais. Ouais, non, tu vois, la subtilité. Pif le chien, apparemment, c'est un des premiers qu'il ait fait de Pif, l'armoire diabolique. Je vois là qu'il est noté. C'était Claude au dessin. C'était pas Cavazzano. C'est LOD, ouais. Ouais, c'était pas Cavazzano. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Voilà. Puis il y en a des tonnes. Il a fait un Sibylline. Un Sibylline qui est superbe. Non, il en a fait 2, je crois. Là, il y en a qu'un seul qui est noté. Il y en a 2. Voilà. Avec Netch au dessin. Là, c'est noté André Témence. Ah ouais, c'est ça. Tatiana avec Félix Méné. Ouais, pareil, on est encore dans le côté. Yakuza. Putain, mais il y a des milliers de séries, quoi. Yakuza, Yann et Julie, putain, ça me dit quelque chose, ça. Ouais, ça me parle aussi. C'est chez Bambou. Bref. Et dernièrement, il avait repris Le Franc avec Christophe Alves aussi, qui est une très belle reprise du personnage, qui est une BD un peu old school, hein, BD très... Ouais, moi, j'avoue que Le Franc, j'aurais du mal à Ouais, mais ils ont fait une reprise incroyable, parce qu'au niveau des dessin, on s'y casse le nez, au niveau de l'esprit... C'est peut-être pour ça que j'aurais du mal à y revenir. Ouais, non, mais c'est bien fait, en tout cas. Parce que Le Franc, on est plus dans une école, tu vois, à la Tintin, ce que je disais dans le graphique, et moi, j'ai du mal avec ce graphisme-là. C'est pas ce qui m'attire le plus, mais je reconnais que c'est bien fait, en tout cas. Donc vraiment un auteur qui a touché à tout, qu'on a tous, je pense, en tout cas notre génération, les quarantenaires à l'heure actuelle, voire plus. Je suis plutôt j'ai 50. Voilà, t'as passé le pas, nous on y arrive lentement. Non, on est entre les deux. Ouais, on est entre les Pile deux. poil. Pile poil entre les deux. Voilà. Et c'est vrai que pour moi c'est un auteur qui m'a pas mal marqué. Et franchement, ouais, j'imagine le bonheur, le plaisir que tu as eu de travailler avec lui. Carrément, d'échanger avec lui. Et puis même quand il racontait des anecdotes, parce qu'il a vécu quand même des années incroyables. Il a commencé sa carrière dans la fin des années 70, quand il était jeune. Il a vécu les années 80, il a vécu des moments incroyables. Il a été ami avec Tezuka et Gonagai. Moi, chaque fois qu'il me racontait ça, je faisais le mec. Ah oui, vas-y, raconte-moi, je me rappelle pas. En fait, j'ai entendu 10 fois me raconter ces histoires avec Tezuka et Gonagai. Amis avec Tezuka et Gonagai. Ouais, c'est ses amis. Il les avait rencontrés à Angoulême à une époque où tout le monde les snobait parce que c'était des Japonais qui arrivaient là, qui faisaient des dessins pas beaux. Je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, les vieux qui parlaient de Goldorak, c'était genre ces dessins tout moches, quoi. Et François, avec son côté curieux et qui s'intéressait à tout, est allé vers eux. C'était un des seuls qui leur a parlé. Est-ce que tu t'attends pas, si tu t'attends pas à avoir de lien avec la bande dessinée asiatique dans ce qu'il fait lui. Voilà, c'était vraiment, ça arrivait ici, quoi. Du coup, il est allé vers eux. Eux, ils étaient super contents d'avoir des gens qui s'intéressaient à leur travail. Donc, ce qu'ils ont fait, ils l'ont invité là-bas, ils l'ont invité au Japon.
Et rapidement, il est devenu ami, pas pote, il est devenu ami avec Tezuka et avec Go Nagai. Quand il m'en parlait, quand il nous en parlait, vous pourrez demander à Bruno ou à d'autres dessinateurs qui ont vécu, il disait avec Go et Osamu. Et quand il est là, il te dit ouais, un jour avec Go, il est venu en Corse parce qu'il avait une maison en Corse et il le recevait des fois en Corse. Il est venu en Corse et tout. J'avais un service de table à l'époque napoléonienne. Et Go, il était fan de ce genre de trucs là, de ces antiquités. Alors je lui ai offert. Il était ravi, il était content. Il est reparti avec son service napoléonien. Ces anecdotes incroyables, mais il te dit Go. Comme toi, tu disais, mon pote François, quoi, ou Robert ou Michel. Ouais. Et Go, en fait, c'est Go Nagai, quoi. Et Tezuka, pareil. Tezuka, c'était son pote. Il allait les voir au Japon. Il venait ici en Corse ou dans le sud de la France le voir. Il a vécu des choses incroyables. Je replace un peu, parce que c'est vrai que pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément, donc Go Nagai, c'est l'auteur de la grande saga des Grandizer et compagnie, donc Goldorak, Mazinger, Grandizer, etc., qui arrivait en France, mais aussi de trucs genre, c'était pas Chéri Miel, Go Nagai aussi je sais pas. Je crois, ouais, un truc un peu sexy. Devilman, ouais, c'est ça. Et Chéri Miel, c'était super sexy. C'était un truc genre, tu sais, Magical Girl qui se transforme, mais dès qu'elle se battait, c'était que des filles qui se battaient entre elles avec des vêtements qui se déchiraient au moindre coup. Non-stop. Et ça passait dans Club Dorothée et tu faisais. Quoi? Mais pourquoi? Non, là c'est faux ce que tu fais. Non, je regardais, je disais, c'est trop bien. C'est faux parce qu'à l'époque tu disais pas, non, mais pourquoi vous faites ça? Non, tu disais pas ça. Tu faisais juste des gouttes. Ouais, j'ai fait quoi, mais pourquoi? Parce que ça avait été rediffusé dans Recre Kids sur TMC. Ouais. Et quand ça avait été rediffusé, je regardais, je faisais. Ah, mais quand même, tu vois, tu te rends compte à ce moment-là de ce que tu regardais plus jeune, quoi. Et Osamu Tezuka, c'est le dieu du manga. C'est lui qui a créé ce que tout le monde considère comme le père du manga moderne, parce que ça existait déjà, mais c'est lui qui a su le moderniser en allant chercher des inspirations dans le cinéma américain, dans le travail de Disney aussi. Il était très intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, quelque chose qui est souvent dit, c'est que les grands yeux dans le manga, ça vient... Dans le Roi Léo, voilà, ça vient de Tezuka. Si tout le monde a utilisé les grands yeux. Mais ça vient de Bambi. Ça vient de Bambi. Voilà. Parce qu'il était fan de Bambi. Ouais. Et donc, voilà, comme quoi il y a des liens entre tout ça. Roi Léo, Astro Boy, tous ces trucs-là. Et puis Tezuka qui a aussi créé les studios Tezuka, qui ont inspiré la Toei Animation sur cette manière de faire du dessin animé à pas cher, de la série... ou d'adapter tous les mangas rapidement en dessin animé pour la télé avec des coûts très très bas, avec de la réutilisation d'images. Il a inventé une technique pour faire du dessin animé pas cher. Il a lancé une industrie aussi, voilà. Qui s'est propagée et qui a fait ce qu'on sait au Japon. Le Japon soit devenu un des piliers du dessin animé dans les années 80 et 90, même aujourd'hui, parce que ça fait partie de leur héritage culturel. Ouais. Oui, enfin maintenant c'est vrai qu'on a une concurrence un peu, je veux dire, les Françaises s'en sortent pas mal quand même en animation, les Américains aussi. Il commence à y avoir quelque chose de plus large, mais dans les années 80, personne ne pouvait rivaliser avec les productions japonaises en termes de rapport qualité-prix. Voilà, parce que je pense aux productions américaines, on avait quelques-unes de qualité. Mais oui, qui étaient très coûteuses en fait. Les dessins animés américains étaient très coûteux parce qu'ils étaient très aboutis. C'est pour ça que c'était des pubs. Oui. Genre les maîtres de l'univers, des pubs pour des jouets. Voilà. Donc François Cordegiani, franchement, quelqu'un que je pense que il faut se replonger dans son travail. Il y a des choses. Moi, tu me donnes envie avec Bastos et Zakouski là. Ça me donne bien envie. Ça a l'air bien cool. En tout cas, merci pour ça. Et je pense maintenant on va revenir un peu sur tu parlais on va parler de Mosh et Pete et du fait que on voit quand on lit Mosh et Pete que toutes ces influences dont on a parlé jusqu'ici, que ce soit Pif, toute cette époque de BD jeunesse, a pas mal mûri pour amener ce Mosh et Pete. Je t'avoue que quand j'ai vu les premières images, je me suis dit tiens, on dirait qu'il est en train de vouloir refaire du Pif sans utiliser Pif. C'est ça. Avec un chien et un chat qui sont potes et qui vivent des aventures. Mais en t'en éloignant pas mal parce qu'il n'y a pas ce caractère-là. Et avec aussi une sorte de côté un peu second degré méta qu'on capte pas de suite quand on lit les premières histoires. On capte pas tout de suite ce côté méta, mais très vite tu te rends compte à un moment donné ils commencent à parler de quel est leur métier ou je sais pas quoi. Je sais plus ce qu'ils balancent. Je suis un aventurier. Enfin, en gros, le mec il fait rien de sa vie quoi. C'est ça. Mais c'est vrai quand je lisais ces BD quand j'étais gamin, que ce soit Tintin, que ce soit Spirou, que ce soit tous ces personnages, on savait pas trop ce qu'ils faisaient de leur vie quoi en fait. Oui, non, Pif a vraiment un personnage. Pif, plus quoi.
Oui, c'est ça, il fait quoi? Même Mickey, il y avait des histoires où c'était Mickey détective, Mickey oui. ci, Mickey là, mais c'était quoi leur profession? C'était quoi? C'est juste des héros, ils sont là, ils vivent. Et puis on est gamin, on se pose pas trop la question de comment ils payent les factures. D'ailleurs, dans Spirou et Fantasio, c'est très drôle parce que Tom et Jean-Ry, dans les années 80, sont souvent revenus sur ça, sur Spirou et Fantasio, qui sont chez eux en mode mais comment on va payer la facture? On vient de recevoir la facture d'eau ou la facture d'EDF, on est dans la merde. Ah, on nous propose de faire un reportage à New York, viens, on y va quoi. Velman en joue aussi pas mal sur le côté. C'est arrivé sur le tard ça. Ouais, mais je sais que chez Velman, il y avait ce côté du. Il y a un des épisodes où il commence, il est obligé de faire de la pub. Oui. Et il se balade en costume de groom parce que tu comprends, il doit faire la pub pour le journal de Spirou où ça le fait chier. C'est Tom et Jean-Ry qui ont lancé ça d'abord. Ouais. Parce que de l'époque de Franquin, même de Fournier, bon, mais c'était un héros, il était là, il faisait ses aventures, il se posait pas la question, il avait un salaire qui tombait, quoi. Ouais, mais il restait quand même reporter. Ouais, il était reporter, mais après, je crois qu'à un moment donné, reporter, ça voulait plus rien dire dans la tête des gamins. Donc t'as des héros qui sont assez plats d'un point de vue personnalité, caractère. T'as l'impression que c'est plus les personnages secondaires qui vont un peu les mettre en avant. Et pas mal les personnages secondaires féminins qui arrivent. Je t'avoue, moi, ça me donne un peu comme un cheveu sur la soupe quand t'as la deuxième Cana, je crois. La lapine. La lapine qui débarque sur le bord de la route. Je me suis dit, non, mais c'est un piège, il y a un truc, c'est trop gros, c'est énorme. Non, elle débarque juste comme ça. Je m'attends à un retournement de situation à un moment, là. Bien sûr. C'est facile. C'est trop gros, c'est des plans assez étonnants où les héros sont des personnages anthropomorphes qui donc ne portent pas de vêtements sauf une casquette. Une casquette ou un collier, un collier, un papillon, une cravate. Et que quand tu as la fille à quatre pattes en train de regarder la scène qui se passe, t'as l'autre qui regarde derrière parce que tu vois, il regarde bien ses fesses parce qu'elle est toute nue. Enfin, t'as plein de petites trouvailles là-dessus. Ils n'ont pas d'organes, mais ils ont des formes très très. Oui. Et ils ont des trous du cul quand même. Ils ont des trous du cul. Parce que ça vient de Franquin. Ouais. Sur la couverture du tome 9, le Calagaf, je crois que c'est le premier album de Gaston que j'ai eu. Gaston tient le chat au bras et on voit le trou de balle du chat. Et ça du coup, j'ai toujours dessiné les trous de balle des personnages. C'est la faute à Franquin. C'est la faute à Franquin. C'est sa faute à lui. Et avec des... Voilà. Mais l'impression que j'ai aussi, c'est que c'est un champ d'expérimentation. Est-ce que tu sais où tu vas ou est-ce qu'il y a un côté impro dans la narration? Non, au départ, je ne savais pas où j'allais. Au départ, il me fallait un défouloir. Je sortais d'une mauvaise expérience avec mon dernier éditeur en date, que je ne citerai pas. J'avais besoin de me réconcilier avec la bande dessinée, sans avoir de contrat, sans avoir de contraintes. Contrat va avec contrainte. Oui. Donc j'ai fait ça et je me suis dit, tiens, je vais m'amuser, je vais faire une page par semaine, je vais la mettre sur les réseaux sociaux. J'ai pondu ces deux personnages comme ça en deux, des sortes de Pif et Hercule, comme tu l'as soulevé. Je suis parti, je savais pas ce que j'allais raconter. Mais vraiment, je savais pas ce que j'allais raconter. J'ai pas inventé le concept. Trondheim l'avait fait à l'époque des carottes de Patagonie. Oui. Voilà. Je savais pas où j'allais. J'ai avancé un peu en tâtonnant pendant un mois ou deux. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'allais me péter les dents. J'ai commencé à structurer. Je vais pas parler d'écriture très compliquée, mais à structurer un peu mon histoire. Puis, de fil en aiguille, ça est venu à écrire un petit peu. Et puis, au départ, je comptais vraiment dessiner une page à la petite semaine. À la rigueur, avoir 1 ou 2 pages d'avance, ou 3, mais pas plus. Et puis très vite, je me suis emballé, je me suis emporté, parce que quand je fais un truc, je le fais à fond, je suis dedans, je pense plus à rien. Et j'ai commencé à tout écrire, et j'ai commencé à tout storyboarder. Et puis après, j'ai fini par tout dessiner. Donc, au mois d'août dernier, là, j'ai fini de dessiner les aventures de Moche et Pete. J'ai dessiné 62 pages. D'accord. Et au mois d'août, j'en étais peut-être à la publication de la page 25 ou 30, je sais plus, tu vois. Et je savais que ça allait... Je comptais que ça dure toute l'année. Au final, ça va durer jusqu'à mi-mars. J'ai calculé le nombre de semaines, parce qu'il aurait fallu 52 semaines, donc 52 pages, pour durer toute l'année. Donc j'en ai 62, donc je crois que ça fait un peu plus mi-mars. Loin, ouais. Ouais. Donc je me suis dit, là au mois d'août, mais pourquoi je lancerais pas un Ulule, pourquoi je compilerais pas, pourquoi je ferais pas un bouquin, pourquoi je ferais pas quelque chose en autonomie. Et du coup, je me suis dit, à la rentrée, je vais lancer le bouquin. L'idée, c'est que vu qu'il est fini, je voudrais qu'il sorte avant que ça se termine d'être publié sur les réseaux sociaux. Donc là, j'ai lancé le Ulule cette semaine, qui va durer jusqu'à fin novembre. Fin novembre, si on est arrivé à 100%, apparemment c'est pas trop mal parti là.
J'en lancerai le bouquin à l'impression, donc il sera dispo début janvier. Donc les contributeurs auront la BD entière finie en janvier, courant janvier, le temps que je fasse les dédicaces et les envois et tout ça, faut avoir un peu de retard. Et les lecteurs qui suivent sur les réseaux sociaux attendront jusqu'à mi-mars pour lire la fin, mais au moins les contributeurs auront la satisfaction de lire la fin avant les autres. Donc s'il fallait le faire, il fallait le faire tout de suite, quoi. Je voulais pas attendre que ce soit fini pour le faire, je voulais que ça fasse un petit effet de surprise un peu avant. Alors moi j'avais une question par rapport à Moche et Pete. Pourquoi l'alternance de rouge et de bleu? Alors, parce que c'est quand même le truc qui est quand même graphiquement fort, quoi. Parce que d'un coup c'est rouge, d'un coup c'est bleu. C'est vrai. Parce que alors je voulais pas me lancer dans de la full color parce que c'est trop travail, c'est trop long. Je faisais ça au départ complètement, mais gratuitement, en mode je m'amusais, quoi. Et donc je suis parti sur l'idée d'un monochrome, d'une bichromie, le noir plus une couleur. Et je me rappelais qu'il y avait beaucoup de BD dans les poches, notamment dans les Mickey poches, les trucs comme ça quand j'étais gamin, même dans les vieux journaux de Spirou qui dataient des années 60, où il y avait une double page en couleur et une double page en monochrome. Et ces doubles pages en monochrome étaient souvent avec une sorte de bleu ou avec une sorte de rose sépia, de lit de vin, je sais pas quoi, un peu comme ça. Je me souviens, les Strange étaient comme ça, les premiers Nova. Aussi, c'était la BD à pas cher, la BD populaire un peu, que j'aimais bien, cette espèce de BD kitsch, là, un peu grand public, pas du tout élitiste. Tout l'inverse de cette BD prout-prout élitiste pro festival d'Angoulême, tout ce qui me débecte un petit peu dans la BD actuelle, même si, comme je disais tout à l'heure, je lis tout comme BD et je suis ouvert à tout, mais il y a une espèce d'élitisme autour du festival d'Angoulême et des prix qui décernent et de cette BD Télérama qui est bien de lire et tout ça. Donc c'était tout l'inverse de tout ça, c'est une BD populaire, imprimée sur du papier à chiottes, avec des trames dégueulasses, et j'aime bien ça. Donc j'ai voulu reproduire ça avec une bichromie, avec ces couleurs un peu dégueulasses, là, un peu ce bleu dégueu et ce lit de vin dégueu, et cette trame. J'ai rajouté aussi de la trame. Ça arrivait en cours de route, ça, la trame. Ouais, parce que j'ai découvert sur Clip Studio Paint que je pouvais faire de la trame, en fait. J'avais déjà commencé à travailler sur Clip Studio Paint un petit peu avant. Je l'utilisais plus comme un outil de retouche. Sur la BD Les Métalleux, notamment, je m'en servais de retouche. Une fois que je scannais mes pages qui étaient faites en tradi, je retouchais un peu mes traits, je rajoutais des détails et tout ça. C'est un super outil Clip Studio Paint qui est vraiment dédié à la bande dessinée. C'est un Photoshop, mais 100 fois mieux pour faire de la BD. Et là, sur Moche et Pete, je suis parti sur du 100% numérique. Je faisais juste mes crayonnés rapides à la main que je scannais, que j'importais, et j'ancrais direct dessus en améliorant mon trait à l'ancrage. Il y a un gros avantage quand on travaille en numérique, c'est qu'il y a le CTRL-Z. Oui. Donc au lieu d'avoir un crayonné super précis et de l'ancrer précisément, on peut avoir un crayonné succinct, envoyer le trait, et puis si le trait est bon, on le garde, et s'il n'est pas bon, on fait CTRL-Z, et on peut refaire 10 fois le trait jusqu'à ce qu'il soit bon. Donc quelque part, ça revient un peu comme à faire du crayonné. J'adore cette manière de travailler, et qui en plus tombe à pic, parce qu'avec mon grand âge arrivant, à la cinquantaine, je commence à être presbyte, comme la plupart des gens de mon âge. Donc du coup, même avec des lunettes, à ma vue, c'est moins confort de travailler sur des petites vignettes comme ça. Avec une tablette, j'ai une tablette 16 pouces, donc je peux agrandir mes cases comme ça. Ouais, donc tu es à l'aise. Donc c'est quand même vachement confort de travailler. Faut prévoir de travailler avec un trait plus épais pour qu'une fois qu'on réduit, que ça fasse pas un trait tout rikiki. Mais bon, c'est un petit temps d'adaptation. Mais donc voilà, je me suis mis à travailler à la tablette sur Clip Studio Paint et j'ai retrouvé un plaisir incroyable à faire du dessin et de la BD comme ça. Et puis en avançant, j'ai découvert qu'il y avait moyen de faire des trames, qu'il y avait plein d'outils en fait qui sont super. Mais du coup, graphiquement, ça donne une vraie patte, quoi, ce rouge et ce bleu. Parce que je t'avoue que moi, ça m'a questionné, parce que je me disais, mais est-ce que c'est en fonction de la semaine? Est-ce qu'il y a un rapport avec. C'est un coup. C'est des doubles pages. Ouais, mais c'est ça, c'est que du coup, c'est après, tu cherches à comprendre en fait pourquoi tu as du rouge et du bleu. Mais non, moi je trouve que ça donne une vraie patte en fait. La première étant donc une page. De droite, ouais. Donc du coup c'est une rouge, je crois. C'est ça, c'est une rouge. Ensuite la 2 et la 3, ce sont des pages bleues. Et à partir de là, je me suis tenu à ça. Il y a un moment donné où je me suis embrouillé les pinceaux et j'ai dû rectifier mes fichiers parce que je m'étais embrouillé. Le fait de travailler sur un format Instagram, où en gros tu passes sur de la case carrée qui se succède, etc.
C'est quelque chose toi qui as de l'habitude de travailler sur de la planche standard, on va dire, qui a vraiment impacté ta façon de réfléchir à la planche. Ouais, il faut s'adapter à du carré. Tu pouvais pas faire des panoramiques ou des verticales. T'en fais un. J'en fais un. Il y en a J'en fais un moment où on glisse en fait Ouais. sur. En fait, ça se fait de découper la case en deux dans la BD Qui traditionnelle. marchait bien sur de Elle l'Insta, est là, coupée pour le au coup. milieu, mais ça marche. En plus, ça marche sur Insta. Mhm. Mais c'est la seule exception. Je crois qu'il y en a une autre vers la fin. Je crois que j'en ai fait D'accord. une deuxième. Parce que celle-là, moi, je l'ai remarqué, j'ai fait tiens. Mais par exemple, je peux pas faire de verticale. Ouais. Autant je peux m'amuser sur une horizontale, mais pas sur une verticale. Mais c'était un vrai challenge de faire du gaufrier, parce que c'est du gaufrier 6 cases, du coup, toutes mes pages. Et quand tu as su que tu allais essayer d'en faire un album, est-ce que ça a aussi un peu changé ta façon de penser ton découpage, ta narration? Non, Je sais que par exemple, il y a des moments d'un épisode à l'autre, il y a des redites, il y a des... Comment dire moi, je les ai enchaînés, donc tu vois, j'ai un peu j'ai pas ce côté épisodique où parfois t'as une expression qui est réutilisée d'une case à l'autre quasiment de même. Ouais, Ça fait vraiment répétition. Ouais, c'est peut-être même pas volontaire parce D'accord. parce qu'il n'y a pas un travail de. J'ai avancé au fur et à mesure, c'est pas un travail anticipé. Ouais. Et tu vas retravailler ça quand tu vas j'ai le retravaillé faire un peu les textes. ouais. Disons que j'ai fait faire des relectures par des amis pour l'orthographe, là, parce que j'ai tout maquetté là, pour être sûr. Et j'ai repéré des fautes. J'ai fait corriger toutes les fautes. J'ai eu 2 relectures, 2 personnes très fiables qui sont Domas, de mes compatriotes, non, ce que je voulais, de mes camarades d'atelier. Voilà, je trouve plus. Camarade, c'est le mot. Donc Domas qui est très bon en orthographe et une de mes petites étudiantes, Louise, qui est très très forte en orthographe aussi. Donc ça sert à ça aussi les étudiants. Il y a des jeunes qui savent écrire. Ouais. Mais elle, c'est mieux écrire que la plupart des vieux. D'ailleurs, je crois qu'elle est vieille dans sa tête. En fait. Si elle entend ça, elle va ça explique beaucoup de choses. Mais donc voilà, donc j'ai eu 2 bonnes relectures, tout a été corrigé et j'en ai profité pour reformuler un petit peu certaines phrases. J'ai remarqué qu'il y avait des redites des fois d'une page à l'autre parce qu'elles n'ont pas été dessinées. Qui passe sur du feuilletonnant, tu vois. Voilà, c'est ça. Moi, j'avais lu un truc sur le Spirou où ils expliquaient que. Un très bel article sur Spirou qui disait que tu avais des demi-planches sur les couvertures pendant un moment. Oui. Et qu'il y a eu du redécoupage et que tous les gags de fin de planche ne tombaient pas. Non, ils tombaient plus en fin de page. Ils tombaient plus en fin de page, que ça avait cassé beaucoup de trucs et qu'il y avait des redites, etc. Ouais. Et qu'il y a des moments où ils avaient dû redessiner des cases pour intégrer au milieu, essayer de se recaler. Et que ça avait été une grosse galère sur pas mal de tomes pour Franquin. Ça, tu les vois sur les éditions de luxe qu'ils ont fait de Z comme Zorglub et tout ça. Tu sais, ces éditions en noir et blanc là, qu'on fait Dupuis, là, les albums super luxueux. Là, je ne les ai pas vus, ceux-là. Mais moi, je les achète parce que je suis un fondu de Franquin. Et je m'amuse à les comparer avec les albums classiques en noir et blanc. Et là, tu vois toutes les césures, à quel moment elles ont été faites et ça tombait pas forcément en bas de page et donc ils ont dû recomposer. Mais là, tu vois, tu étais la contrainte du feuilletonnant, ce qui était ton objectif au départ. Donc, c'est pas choquant quand tu dis une histoire après l'autre. Tu fais toujours un petit résumé de l'épisode précédent au début. Un résumé à chaque semaine. D'ailleurs, j'ai fait ce matin pour l'épisode d'aujourd'hui. Maintenant, ça fait longtemps, ça doit être dur de te souvenir. Non, j'ai tout imprimé, j'ai tout mis dans un classeur, donc j'arrive à les faire défiler et à m'y retrouver. Et donc, je vois, donc il y a ce travail donc, sur la couleur, ce travail sur les trames, parce que j'ai vu que tu utilisais aussi pas mal de trames manuelles à un moment donné, d'effets de... Enfin, je sais pas si c'est manuel d'ailleurs. C'est pas de la trame manuelle, c'est Clip Studio Paint qui... Non, mais j'ai vu, il y a la trame à la japonaise que je vois, puis tu fais pas mal d'effets sur les fonds, etc., avec plein de petits traits. Ouais, c'est des outils aussi. C'est des outils aussi. C'est des brushes aussi. Ah putain, c'est des brushes. Waouh, on peut faire des trucs avec les brushes, on dirait que c'est pas des brushes. Incroyable. Non, mais sur Clip, ils ont même des pinceaux aquarelles qui permettent de faire diffuser de l'encre. Mais on s'y pète le nez. Hein. D'accord. Incroyable. Gérer les taux d'humidité, les taux de diffusion, c'est un outil incroyable. Je fais pas la promo pour Clip, je suis pas payé par Clip Studio Paint. Tu aimerais À la rigueur. Ok. Pour nous intéresser à ce crowdfunding, donc tu as fait plusieurs packs. On retrouve les classiques, édition PDF à pas cher pour ceux qui veulent soutenir le projet. Pour les petits hamsters. Voilà. On retrouve la BD seule, la BD dédicacée, avec un tarif qui est très raisonnable, 20 € la BD dédicacée. En crowd, c'est pas mal. C'est rare de trouver. Ouais, je veux pas faire du. Moi, ce que je veux, c'est rentrer dans mes sous. Que je perds pas d'argent, mais je suis pas un capitaliste dans l'âme. Quoi.
Je travaillais sur PIF, faut pas oublier, mon petit côté communiste. Oui. Voilà, des dédicaces plus ou moins avancées en fonction de combien on met. Enfin bon, il y a vraiment... Il y a des packs plus chers aussi pour ceux qui veulent des trucs un peu plus luxueux. Voilà, la planche crayonnée. L'aquarelle originale. Et il y a le pack ultime où l'auteur vient te dédicacer ta BD chez toi. Chez toi, 1000 €. Fais 1000 gaffe, €. fais gaffe où il habite. J'en ai mis qu'un. Fais gaffe où la personne habite, ça peut être un piège. France métropolitaine, j'ai mis, donc du coup, je peux pas me. Métropolitaine, ça. Voilà, métropolitaine. Ouais. Je peux pas me mettre dedans. Il y a marqué quand même que tu peux l'inviter à manger des bonnes lasagnes aussi. Des bonnes lasagnes au GHB. Ouais, je sais pas. Parce que le personnage d'Anaximène est un petit peu tordu. Je sais pas si vous avez vu l'épisode où il fait des allusions à Félia. Des allusions de vieux pervers. Donc c'est le pack vieux pervers. D'accord. Mais je sais que personne ne le prendra. Il faut faire attention. Bah écoute, j'assume. Tu peux avoir un vieux pervers. GHB. Ouais, non, ça va, le GHB, non, ça va. Je veux pas trop tester. Bref, pour le moment, c'est bien lancé. Donc, ça fait 2 jours que tu as lancé. Je vais essayer de rafraîchir. 45%. 45%. Putain, c'est bien, on arrive presque à la moitié. C'est pas mal, c'est pas mal. En si peu de temps. Après, t'as pas mis un objectif très, très, très exigeant, hein, je veux dire. Non, je suis sur 2040 €, sur la faisabilité, 1400 €. en fait. Voilà. En gros, si ça se fait, tu gagneras rien et ça sera fait. Si ça fait 100%, je gagne aucun bénéfice, mais le bouquin existe. Le bouquin voit le jour. Les contributeurs reçoivent leur contribution et moi, il me restera un certain nombre de bouquins. Je vais ajuster le tirage à ce moment-là. Il m'en restera assez pour après en vendre un petit peu en festival dans les mois et les années qui suivent. Mais j'avoue que mon véritable objectif, c'est de faire au moins 200%. Voire plus. T'as prévu des paliers, derrière, si on fait mieux? Ouais, mais ils sont secrets. Ils sont secrets. Pour l'instant, je les montre pas. C'est un peu le jeu, quoi. Mais oui, c'est des petits paliers. C'est les trucs habituels, hein, des petits cadeaux, des exibris, des marque-pages, des stickers, des pages en plus. Après, si on est dans des gros dépassements, j'envisage même une mise en couleur. Parce que là, pour pouvoir payer quelqu'un pour faire une mise en couleur, parce que moi, j'aime pas ça. C'est trop long et puis j'aime pas faire de la couleur. Donc, payer quelqu'un pour faire de la mise en couleur et à ce moment-là, faire l'album en couleur, voire même si on explose, faire un dos toilé ou un truc plus luxueux. Oui, mais il faut arriver sur un beau niveau. Mais là, il faut arriver à du lourd. Ouais, ça. Donc déjà, si on faisait du 200%, je serais content parce que je pourrais faire un peu de bénéfice dessus. Pour manger sur le temps que j'ai passé à le faire. Voilà, et avoir un peu plus Mais voilà, c'est pas la finalité absolue. Je fais surtout ça parce que j'aime faire ça. Je veux pas faire le mec, l'amour de l'art et tout, mais j'ai fait de la musique toute ma vie. À côté de ça, j'ai quasiment jamais gagné un rond avec la musique, mais je fais de la musique parce que ça me fait vivre de faire de la musique. Ça me fait vivre pas dans le sens où ça me rapporte de l'argent pour manger, ça me fait vivre mon âme, c'est de la richesse intellectuelle. Et faire de la BD, j'avais un peu perdu cette notion aussi, où faire de la BD, c'est quelque chose de vital pour moi. C'est des choses qui me font vivre, le dessin, la musique. Donc, manger, c'est important. Mais il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ramener du fric dans la vie. Il faut aussi faire des choses parce que c'est enrichissant intellectuellement. Il y a, autour de toi, il y a pas mal de gens qui ont fait des crowdfunding avec réussite. Donc il y a Bruno Bessadi, il y a Capitaine Lynn auquel je pense. Qui est en train d'en faire un. Elle est en train d'en faire en ce moment sur un tarot, ça je crois. C'est un Inktober, c'est ça? Non. Non, c'est pas un Inktober. Inktober, c'était il y a 2-3 ans. Est-ce qu'elle avait fait pour un Inktober? Non, mais elle aurait pu faire un tarot en Inktober. Peut-être qu'elle avait fait elle avait fait un tarot en Inktober, je crois, il y a un an et demi. C'est son tarot en Inktober. Pas de cette année. C'est ça. Ouais, celui de l'année précédente. L'année précédente, je crois, ouais. Mais ouais. Mais il faut aller jeter un œil donc sur le tarot. Ouais, ils t'ont donné des conseils pour gester la pression, le stress. Qui ça? Justement, Bruno. Les copains. Oui, Bruno m'a donné toutes ces petites astuces, bien sûr. Ouais. Et puis après, chez Ulule, il conseille bien aussi. Hein. Ouais, t'as un vrai suivi de la part d'Ulule. Et puis il y a une petite formation aussi pour ceux qui veulent la faire. Ah ouais, non, donc, c'est vraiment, t'es vraiment encadré, quoi. Ils te lâchent pas. J'ai fait la formation. La formation, elle peut être encadrée. Elle est payante, mais si on a des points CPF, CFP, je ne me rappelle jamais le terme, j'ai pu me la faire financer par... Ah, c'est eux qui t'appellent pour te dire vous avez des trucs, c'est Ulule qui t'appelle pour les points. Non, c'est souvent des escrocs qui t'appellent pour te vendre des formations pour eux. D'accord, ah merde, je vais dire oui. Juste, il te le propose quand tu t'inscris, et puis j'ai creusé, je suis allé voir un petit peu comment faire, et puis j'ai vu que je rentrais dans le cadre.
Donc, j'ai Oui, fait d'ailleurs, en la plus, formation. Ulule, ils ont tout intérêt à ce que le projet réussisse, parce qu'ils gagnent des sous que si ça réussit. Oui, Donc, ils prennent 8% sur le projet. à Donc, partir du moment, mais il faut que ça réussisse, quoi. ils ont intérêt à ce que Voilà. ça réussisse. Mm. Donc, oui, c'est vraiment du. Non, du puis il y a un bon demandement. suivi. On a un référent qui répond à nos questions au jour le jour. Hein. Là, j'ai eu un petit bug, par exemple, où je m'étais trompé au niveau du port pour la Belgique. Donc, j'ai eu 2-3 personnes, des Belges, qui m'ont envoyé des messages privés pour me dire mais comment ça se fait que je dois payer un supplément nanana. Du coup, j'aurais dit mais non, mais c'est pas normal. Normalement, la Belgique, moi, je l'avais prévu dans le port inclus, tout ça. Donc, bref, j'ai envoyé un message à mon référent qui m'a corrigé ça tout de suite. Et puis, ça a été réglé en 2-2. Non, c'est assez sérieux et ils suivent bien les affaires. Bah, c'est plutôt cool. Tout ça. Bah, voilà, c'est Moche et Pete. C'est pour bientôt. Tu as d'autres projets après ça? Tu as déjà des idées de choses sur lesquelles tu voudrais travailler? Refaire de la BD plus sérieuse? Je pense à ton fameux Eddie Langlois, moi qui m'avait pas mal marqué à l'époque. Des choses dans ce genre-là? Dans ce genre-là, pas forcément. Non, Eddie Langlois, c'est derrière. Il y a d'autres choses que j'aurais envie de faire. Là, j'ai un projet avec un scénariste qui est en train de se démarcher chez les éditeurs classiques, on va dire. Voilà, pour l'instant, je peux pas en dire plus parce que j'en sais pas plus, mais moi, c'est un projet, pas de BD d'humour, qui est plus sur de la BD semi-réaliste, on va dire. Même graphiquement, ça serait plus proche de Soda que de Moche et Pete. Oui, je pensais Outre-Tombe. Ouais, même un peu plus semi-réaliste, mais ça semi-réaliste, change ouais. un peu, quoi. Après, je verrai ce qu'on me propose, je verrai où ça va. Je suis un peu dans une période de ma vie, j'ai passé les 50 ans, ça m'a fait réfléchir un petit peu sur pourquoi je faisais tout ça, quoi. J'ai un toit, j'ai mon boulot de prof qui m'assure un minimum de quoi bouffer. Ouais, moi, je me méfierais avec toi parce qu'apparemment, c'est tes élèves qui sont dans le chat. Il y a mes élèves dans le chat. Je sais pas. Si on se cotise avec toute l'école, tu seras pas dans la merde, ils disent. Donc j'en ai. C'est possible. C'est vrai qu'ils sont un paquet quand même. Ouais. Voilà, fais gaffe. Tu vas en faire des dédicaces. Bah écoute. Donnez des sous les étudiants. Franchement, vous êtes dans une école privée, vous êtes là pour ça. Non, ils en donnent déjà assez comme ça. C'est bon. Je vais te dire, quand tu vois les frais Actes Sud. Non. C'est pas la cible que je vise. Hein. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'aiment beaucoup et je leur rends bien. Je les aime beaucoup aussi. Donc, ils sont très sympathiques, tous ces petits jeunes. Mais non, je préfère que les sous viennent des collectionneurs, des fans de BD, tout ça, du réseau classique, quoi. Mais c'est gentil de leur part. On va revenir à notre question fétiche. Ta dernière découverte en bande dessinée. Qu'est-ce que tu as découvert récemment? La dernière découverte. Un vieux truc ou un truc récent où tu as fait waouh, c'est vachement bien en fait. J'en découvre un beau conseil. Régulièrement. Là. Récemment. Une de mes dernières lectures qui m'a beaucoup plu, c'est celle qui parle de. Comment elle s'appelle? Patricia Jaraba. C'est dans ma pile. Alicia Jaraba. Alicia Jaraba. Il est juste là, tu vois, c'est dans ma pile de lecture. Il est en haut. Non, je l'ai lu cet été, c'est vrai que ça m'a beaucoup plu parce que lunettes pour voir à cette distance. Ouais. Ça parle d'un sujet que j'aime beaucoup. J'ai toujours été fasciné par l'Amérique précolombienne. J'avais lu beaucoup de choses sur Cortés, sur la manière dont il a conquis l'Empire. L'Empire aztèque et tout ce qu'on a pu lire jusqu'à aujourd'hui sur la Malinche. Donc, qui est cette personne, là, celle qui parle, c'était un petit peu caricatural sur l'espèce d'indienne, la salope qui a vendu le Mexique à Cortés, quoi. Alors que c'est un peu plus complexe. Et c'est plus complexe que ça, et c'est extrêmement bien raconté, là, parce que, comme elle le dit elle-même, l'autrice, dans la postface, elle raconte l'histoire d'une femme par une femme, et elle se met dans le contexte de cette indienne qui parlait plusieurs dialectes, qui avait une facilité pour apprendre les langues et qui donc a appris l'espagnol et a pu guider Cortés et les autres, mais qui cherchait surtout à survivre dans un monde d'hommes, dans un monde super dur. Oui, parce qu'elle s'est retrouvée... parce qu'il ne faut pas oublier non plus que l'Empire aztèque était un monde super patriarcal aussi et super dur, au moins autant que l'Empire espagnol catholique qui est arrivé. Donc cette femme-là, elle survivait déjà avant, elle a continué à survivre avec Cortés, et c'est pas simplement la salope qui a vendu le Mexique à Cortés. Elle était une marchandise, en fait. Et je trouve que c'est ça qui est super bien raconté dans cette histoire fait. et qui m'a touché. Donc je dirais que c'est le dernier bouquin qui m'a marqué.
Et avant ça, il y a eu Carbone et Silicium de Mathieu Babelet aussi, qui m'a bien Qui secoué. est quelque part aussi, je crois qu'il Ouais, il est là aussi dans ma pile de lecture. Voilà. Tu as de bonnes lectures. Non, j'ai une bonne Non. pile surtout. Il a une bonne pile de retard, surtout, c'est ça le problème. Voilà, ouais. Oui, Marinche a inspiré 2 personnages des Mystérieuses Cités d'Or, une gentille et une méchante. Et oui. Ouais. C'est voilà, C'est ça. ce qui est quand même, ce qui montre bien le côté complexe du personnage. Ouais, mais même la méchante, elle avait un côté gentil. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et la gentille avait un côté méchant. Non, pas du tout. Non, pas du Non, tout. Zia n'a jamais eu Zia n'a pas eu de côté méchant. Si, dans les nouvelles saisons, on les engueule un peu, ces mecs qui sont des connards là. Oui, elle les engueule, mais c'est tout. C'est bon, Zia, Voilà. c'est gentil. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Richard. On te souhaite bon Merci courage à avec vous, ton projet, qui est un beau projet, moi, je trouve, qui réussit à allier le côté nostalgique avec ce dessin qui va puiser dans toutes ces expériences à l'ancienne, tout en assumant ce côté nostalgique, en ayant un petit côté méta qui se moque un peu d'une façon de raconter, d'un genre, moi que je trouve plutôt sympa. J'ai hâte de lire la suite, j'ai hâte de lire la fin. Donc, J'espère que tu ne seras pas déçu. Parce que... Bah, Ça quelque termine part, peut-être, c'est ce que disons que je m'attends pas à un retournement de la mort à la fin. Voilà, c'est pas, Ouais, c'est pas la révélation. J'espère qu'on aura un peu. J'espère que tu nous prépares une petite pleine page avec un dinosaure quand même. J'en ai dessiné du dinosaure. Ouais, je trouve que Je spoil un peu, mais je me suis mangé du dinosaure. là, disons que tu nous vends trop une bonne pleine page Je dinosaure. crois que quoi. j'avais envie de dessiner des dinosaures. Ouais. Il y Voilà. a un album que j'adore de Conrad et Yann et Conrad qui s'appelle Le Dinosaure Blanc, la parodie de Bob Moran. C'est une BD qui s'appelle Bob Marron, Je connais Bob Marron, je connaissais pas le dinosaure le blanc. Ouais. dinosaure blanc, et j'adore. Je m'en suis un peu inspiré dans la manière de traiter les dinosaures. Ok. Bah super, Richard. Si on veut suivre ton travail, où est-ce qu'on peut aller à part sur ce Ulule, sur Moche et Pete? /bd-moche-pete/. Je crois que c'est ça. Ouais, Et ça sinon, doit être ça, sur mon c'est ça. Instagram, Rich Dimartino, auteur. Voilà, faut chercher Rich Dimartino, auteur. Je sais pas où sont les tirés bas et tout ça, mais ça se trouve. Et sinon, pareil, sur Instagram, il y a la page Moche et Pete. Ok. Voilà. Bah nous, si vous voulez suivre un peu nos actualités, c'est toujours sur lavoidesbulles.fr. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents flux. On a un flux pour la splash page, mais on a aussi un flux pour toutes nos émissions différentes. Et puis on a un flux pour tout, La Voix des Bulles. Je vais dire que le flux de la splash page Ouais, est très, très silencieux. il est très silencieux. Ça Il fait fait longtemps vraiment qu'on- pas de bruit, il fait pas d'éclaboussure. Voilà, on verra ce que Il est ça très donne. discret. Non mais on va voir les quotas qui vont remonter sur la splash page. Au niveau des stats, ça va nous faire bizarre. On va re-avoir des auditeurs. Mais bon, La Voix des Bulles marche bien. Là, vous avez tout. La splash page, Canaille BD, la totale. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission standard du One A Club. On devrait avoir, je pense, d'ici peut-être 15 jours, un Canaille BD. On va varier les formats, les styles. Ouais, 15 jours, tu t'emballes quand même. ouais, je suis comme ça, je suis un fou. Je te rappelle qu'il faut qu'on va coordonner. Ouais. De toute façon, le planning. Il y a un planning de fou. On verra tout ça. Merci encore, Richard. Et puis, on Merci espère à vous très de bientôt m'avoir se revoir reçu. et lire tout ça. Ciao, ciao. Et bonne chance pour ton. Ulule. Merci. Ulule, crowdfunding. Les deux, ça se vaut. C'est bien les deux. Ciao. Ciao, ciao.